le principe de l'héritage, c'est pas un modèle, c'est un principe. Et c'est ça le problème, c'est de transformer les principes en modèles. Non, c'est un principe. Maintenant, comment est-ce que, dans une société donnée, ce principe-là va s'appliquer dans la complémentarité des autres opérations de principe? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, par exemple, la philosophie de la famille en islam, c'est que l'homme doit prendre en charge les questions financières et que la femme ne doit pas. Et c'est pour ça qu'on comprend que dans la filiation directe, elle prend la moitié de l'homme. Mais dans une société où aujourd'hui la femme peut se retrouver avec 5 enfants et 100 personnes pour l'aider, il y a 2 thèses. Il y a certains qui ne sont pas vraiment des fuqaha qui disent qu'il faut changer le principe de l'héritage. Je ne suis pas de cela. Je pense que le principe, il nous envoie vers une philosophie de la famille qu'il faut respecter absolument. Mais dans une société où on ne permet pas aux femmes d'être prises en charge par sa famille, il faut que la collectivité et l'État, en même temps qu'elle implique le principe, ajoute une compensation qu'elle va donner pour pouvoir se prendre en charge. Donc on garde le principe, mais on ajoute quelque chose. C'est ça dont je parle. C'est un ijtihad qui ne remet pas en cause le dawabit, mais qui comprend la philosophie de l'qasd en ajoutant de la part de l'État ou de la part de la collectivité les manquements de cette société. Et les manquements dans cette société, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, comme dans toutes les associations musulmanes, ce que nous avons aujourd'hui, c'est des femmes qui se retrouvent qui sont divorcées, que le mari laisse, avec des enfants. Elles reçoivent un héritage, elles doivent se prendre en charge, elles reçoivent la moitié, elles peuvent recevoir la moitié et rien. C'est-à-dire, c'est pas juste. Donc, on ne va pas changer le principe, mais on va le compléter par des politiques sociales qui comprennent comment on maintient l'équilibre pour la femme. Mais on ne peut pas se taire en disant c'est pas possible. On doit avoir c'est ça que je suis en train de dire. Donc je ne suis pas en train de dire un ijtihad sans limite et sans dawabit et sans règles. Je suis en train de dire une vision globale qui intègre ceci à cette dimension-là. L'autre chose que vous avez mise en évidence, donc pour moi c'est ça la question du modèle et du principe. Par exemple, aujourd'hui, quand on est dans une société, le débat qu'il y a eu, ce dont je parlais entre Fahmi Houedi, Youssef Al-Qardawi, puis ensuite les Majalis et l'Ifta dans différents pays, et d'ailleurs même en Égypte, sur la question de comment on appelle le ghayr al-muslim fi al-mujtama' al-muslim. Dhimmi, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le traite? Ça, c'est une question de fond, et qui est une question où il y a des principes de l'islam, mais comment on les applique aujourd'hui? C'est le principe qui doit trouver son modèle, car on ne peut plus aujourd'hui faire la même chose que le modèle de Médine. Et c'est ça le débat aujourd'hui. C'est les principes restent les mêmes, mais des modèles de société, de structure doivent être pensés en fonction des sociétés. C'est de ça dont je parlais. C'est pas de... Mais il ne faut pas confondre le principe et le modèle. Ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est problématique. Mais même par exemple par rapport... Parce que pour moi, le principe du hijab, c'est pas un modèle, c'est un principe. Mais par contre, la façon de le porter, la question de la couleur, est-ce qu'il doit être noir? Ça, pour certains, c'est le modèle du noir à l'époque du prophète doit rester. Moi, je dis non. Je dis le principe demeure, la couleur s'adapte aussi. Et donc, on est d'accord, je pense, sur ces éléments. L'autre chose, c'est que j'ai dit 2 choses cet après-midi et aujourd'hui, j'ai plutôt parlé de Abu Hanifa par rapport à la question de l'iqtisad. Parce que non seulement... C'est pas moi qui le dis, mais dans ce que l'on peut trouver de ses élèves et Shaybani, il y a aussi cette dimension qui rappelle de façon intéressante que le maître était un commerçant et qu'on comprend aussi cette réalité par rapport à cela. Et que des gens de l'Hanafiya jusqu'en Inde répètent ceci. Ils répètent ceci en disant quoi? En disant en fait... Bien sûr, il y a l'inclusion chez Abu Hanifa de tous les textes, le hadith ahad, la différence entre le fard ou le wajib et tout ça, on est bien d'accord. C'est une certaine façon de traiter le texte. Mais il a une certaine façon de traiter le texte aussi à la lumière de sa connaissance d'un certain contexte. Et puis d'une perception de l'ahdaf, tout ça c'est vrai. Et j'ai parlé cet après-midi de Malik en disant que
film Masalih al-Mursala, il est un de ceux qui avait une connaissance de ce contexte-là et qui l'a permis. Donc là-dessus, sur la question de Malik, dans le livre, j'insiste énormément. Et je dis, c'est pas un hasard d'ailleurs que Shatibi vienne de l'école malikite pour ça, pour cette dimension-là qui vient depuis le départ d'une confiance et d'une connaissance. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord. Et je pense que beaucoup de musulmans, sur le plan général, doivent investir l'étude du rite malikite sur ces dimensions-là, en particulier dans toute l'école d'El-Maqasid. Et ce que je suis en train de dire, c'est très inspiré d'ailleurs de toute la tradition de cette école-là. Donc qu'on soit passé de Abu Hamid el-Ghazali et Shafi'i, ila al-Shatibi, al-Maliki et la dimension de la réintégration de tout ce qui était la philosophie de Masalih al-Mursala. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais je continue à répéter que Abu Hanifa a eu des positions sur des questions, mais même son école, même la façon dont il l'étudiait, les dhanniyat, c'est-à-dire la prospective, et nadhariyat, tout ça, c'est lié quand même à quelque chose qui était tout à fait lié au contexte. C'est-à-dire, et que se passe-t-il si, ce qui était Malik n'était pas du tout dans cette perspective-là. Et donc ça, c'est un... أبو حنيفة في المذهب ديالو مذهب أبي حنيفة فيه ثلث القول ديال أبي حنيفة ثلثين ديال محمد بن الحسن وأبي يوسف صح؟ لا أسمع لأن ربما كاين خطأ الآن في تحديد في أبي حنيفة أبو حنيفة عنده ثلث هما أبو محمد بن الحسن وأبي يوسف اتصل بمالك المذهب المالكي وغير القول فاللي صار زوج ديال الأقوال ديال محمد بن الحسن وأبي يوسف من المالكي وضيفت إلى الفقه الحنفي لم تقلقوش شخصية أبي حنيفة أبو حنيفة عنده ثلث المذهب فقط والثلثين يجوز المذهب والمذهب ولذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف يخالفان أبا حنيفة في عدة أشياء صحيح هذا هذه الأشياء كانت من الجواب ولكن في مسألة الاقتصاد يعني كانت يعني من أبو حنيفة أليس كذلك؟ خلاص خير إن شاء الله. Dernier élément sur la question des fuqaha. Non, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de critique de ma part qui soit, je veux dire, qui soit directement dirigée de fuqaha. Non, moi j'ai jamais eu, j'ai pas dit ça. Je dis simplement, oui, aujourd'hui dans toutes les questions, on peut trouver des fatwas. Ma vraie question, elle est l'essence même de la fatwa. Est-ce que c'est une fatwa de l'adaptation? Est-ce que c'est une fatwa de la transformation? Est-ce que c'est une fatwa de l'alternative ou c'est simplement une fatwa de la protection? Je pense que là où les musulmans, et dans le domaine de tib, alors dans le domaine des tib, où on a des médecins qui ont les deux dimensions, ça existe, c'est une minorité. La grande majorité, on a besoin des deux. Et dans certaines spécialisations, c'est absolument pas possible d'être aujourd'hui à la pointe de la neurologie et de la neurochirurgie et d'avoir les connaissances suffisantes. C'est pas possible. C'est tellement complexe. On est arrivé à tel niveau de complexité qu'il faut qu'on ait des personnes avec des diplômes. Bon, tout ça, moi je dis que ça, alhamdoulilah, les fuqaha ont beaucoup avancé, mais il y a des domaines dans lesquels il faut encore aller plus loin quand ça touche à des domaines de plus d'économique, de considération nord-sud, de domination. La médecine aujourd'hui, je veux dire, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des fatwas? J'en ai pas vu, moi j'ai suivi tout le domaine. Est-ce qu'il y a eu une fatwa sur une décision de ulama sur aujourd'hui l'imposition de la distribution des médicaments génériques dans les pays du Sud par rapport aux grandes multinationales? Il n'y en a pas. Or, mais pourquoi? Parce qu'on est aussi impliqué économiquement. La médecine générique aujourd'hui sauverait des millions de vies en Afrique sur la question du sida par exemple. On a eu un majlis en Afrique du Sud. C'était Islamic Relief qui a, l'Iras al-Islamiyya, a invité des ulama et des savants sur la question du sida. Sur la question du sida, la pensée musulmane aujourd'hui, elle doit avoir... Alors c'est pas uniquement les fuqaha, c'est tout un mouvement qui doit se faire. Mais il y a effectivement des chasses gardées à des moments donnés où on ferme les choses. On est dans la question de la protection. Maintenant, le fait qu'il y a une fatwa ne dit pas encore qu'on a assimilé le problème. Et moi je suis le dernier à dire ça vient que des fuqaha.
dit que la communauté musulmane a ce qu'elle mérite. C'est-à-dire elle est passive, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment impliqué, qu'on ne pose pas les bonnes questions. Quand on a un grand cheikh ou un grand alem qui vient, on lui pose des questions sur des détails vestimentaires, on n'a pas le débat profond, l'esprit critique qui devrait aller. Donc moi je ne cherche pas les coupables du problème en disant que ce sont les fuqaha. Je pense que nous sommes collectivement responsables de faire avancer les choses. C'était ça ma position. Aujourd'hui c'est pas du tout quelque chose qui est au contraire. Je veux dire, ma vie a été dans ces cercles-là. C'est pas pour me retourner et puis commencer à tirer en disant non, il y a des réformes et il y a un travail. Maintenant sur la question de il faudra m'expliquer ça. On ne peut pas l'avoir ici. Mais qu'est-ce qui est vraiment d'islamique dans le type, même dans les abouab al-fiqh que l'on a sur l'iqtisad, par exemple, sur le commerce, sur le tijara. Je veux dire, ce qu'on nous donne